Attaché culturel ici à l'Institut français. Nous sommes ravis de vous accueillir tous pour cette conférence table ronde qui va un peu lancer le bal pour le festival Interférence et vous donner, pour ceux qui ne sont pas déjà des convaincus, des aficionados, envie d'assister à cette prochaine édition. Si je comprends bien, par rapport à la précédente, elle est déjà en train de prendre pas mal d'ampleur, donc on va ce soir entendre avec Ayman et Salma et certains des artistes qui participeront donc à cet événement dans la Médina, quelques moments, quelques temps forts, quelques petites découvertes en avant-première qui nous donneront à tous envie d'y être et qui nous donneront satisfaction d'être un peu les premiers ce soir à partager ces premiers moments d'interférence. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention et puis les premiers travaux d'artistes qui vont nous être présentés ce soir et de façon un petit peu plus large, cette réflexion sur la mise en lumière du patrimoine par des artistes contemporains, qui est un sujet de réflexion qui nous, l'Institut français, nous intéresse particulièrement. On fait notre rentrée culturelle ce soir avec vous, avec donc, une thématique, c'est la rentrée, mais c'est vrai que le mois de septembre et le mois d'octobre, on va avoir ce fil conducteur du patrimoine et de la culture, par des actions qu'on soutient comme le festival. On aura le 15 septembre prochain une opération aussi qui va se passer dans le cadre des journées du patrimoine, donc à la résidence de l'ambassadeur avec la vie au jardin, des parcours artistiques, avec des musiciens, des artistes visuels, des performeurs. La résidence pourra aussi être visitée pour certains qui vous inscriront bien sûr auparavant. On aura également au mois d'octobre un forum jeunesse à Tabarka avec une tournée musicale qui partira dans 8 villes de tout le pays avec le collectif Debo et des projets qui vont donc aussi sur cette thématique de culture et patrimoine être présentés un petit peu partout en Tunisie. Et donc comme je disais, ce soir c'est la rentrée pour nous tous, donc merci aux organisateurs d'Interférence d'être là et merci à tous les artistes et merci à vous, y compris les gens qui ont été installés directement au dernier rang là-bas derrière. Merci et merci à vous tous. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous. Nous tenons tout d'abord à remercier l'IFT, l'Institut français, de nous avoir accueillis parmi eux et d'avoir inclus le programme d'interférence par rapport à l'IDEBA. Cet après-midi, on va parler on va vous présenter le festival Interférence, International Light Art Project, le projet international d'art de lumière, et également vous allez connaître l'un de nos artistes qui sont là parmi nous. Je viens à accueillir également Ayman Rabi, le directeur artistique d'Interférence, Bettina Pels, qui est juste là, parmi nous également, et Chris, avec son nom artistique Kao Najemi. Et on aura également Joris Kiber et Morsin Haraki, qui est également basé en France. Donc je cède la parole à Ayman Rabi pour commencer la présentation. Merci beaucoup Salma, merci aussi Valérie. Je vais juste faire une petite présentation sur un peu Interférence, c'est quoi exactement, de quoi on parle. Ça va juste quelques slides. Donc je vais m'installer. Donc voilà, International Light Art Project, c'est un projet international d'art de lumière. Donc le focus c'est la lumière, l'art de la lumière. On a commencé en 2016 et on a fondé l'idée moi-même et Bettina Pels. On a commencé à dire ok, comment on peut installer cette activité d'art contemporain à Tunis. Et on a commencé par la Médina parce que c'était le lieu le plus adéquat pour commencer à travailler. Donc voilà pour 2018, c'est vraiment c'est à deux doigts, c'est à deux pas. C'est du 6 au 9 septembre. On a juste quelques jours de préparation encore à la Médina de Tunis. Et quand on dit la Médina de Tunis, c'est pour cette année, c'est de Beb Har al-Qasba et de Nahj al-Mistiri à Beb Nara. C'est un peu plus large que le 2016 et
On a pensé aussi à aller au Faubourg, mais c'est un peu trop étalé. Donc on s'est concentré à la Médina centrale encore une fois, avec à peu près 42 sites. Et pour cette année aussi, on a 42 artistes qui viennent un peu partout du monde, et 4 artistes qui viennent de France, à peu près 10%. Mais ce qui est très intéressant aussi, qu'on a 9 artistes africains et 31 internationaux, mais on a 21 qui sont plus jeunes, moins jeunes que 33, et l'autre moitié c'est aussi plus âgé que 33 ans. Et c'était une surprise à la fin d'avoir ce nombre, parce que c'est très intéressant de travailler avec des artistes assez expérimentés qui ont vraiment une longue expérience, mais aussi c'est très intéressant d'accompagner de jeunes artistes qui viennent de débarquer. On a quelques noms comme Lene, comme Abdou qui vient de la Palestine, c'est la première fois qu'il dans une expérience comme ça. Mais aussi, ce qui est l'autre nombre, c'est on a 20 artistes et 15 artistes femmes. Donc c'est assez près aussi. C'est pas 20, 21 comme je l'ai dit. Et là, on a 7 collectifs un peu partout du monde aussi. Donc, comme j'ai dit, c'est la Médina de Tunis. C'est l'art de la lumière. L'art de la lumière, c'est un peu connu en Europe et dans le monde, mais Interférence en 2016 a commencé cette activité, et c'est la première activité en Afrique dans ce sens. Aussi, on se focalise sur l'interférence de l'art et la société. On est installé à la Médina depuis une année. On a une petite maison, une petite demeure avec un patio à la Hafsiya, à l'Uachour, à Zanqat Katarina. Et on est en plein immersion avec les habitants de la Médina. Donc, et aussi depuis un mois ou un mois et demi, on a des artistes qui débarquent pour des résidences avec dans la Médina, et aussi ils sont en contact et on est en immersion totale dans la Médina. Donc ça, on a cette interférence aussi qu'elle est très importante dans le processus de construction d'interférence. Donc voilà, on parle pour interférence, c'est l'art en espace public. On a des monuments, on a aussi des placettes, des ruelles, donc c'est un peu partout dans la Médina. Mais essentiellement pour cette année, un des deux focus importants, c'est le patrimoine culturel. Donc l'art contemporain en dialogue avec le patrimoine culturel. Et ce qu'on a vu en 2016, c'est les artistes, ils étaient très impressionnés par le patrimoine architectural qu'on a, mais aussi le patrimoine culturel intangible. Donc on a continué dans ce sens, et c'est pour ça en 2018 on veut partir un peu plus sur le fond. Donc si on parle de patrimoine culturel, donc la culture, c'est le complexe, tout le complexe qui inclut les connaissances, les arts, les morales, les lois et les coutumes. Et c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on partage, c'est quelque chose qui change, qui n'est pas statique. Et c'est aussi quelque chose qui est collectif, qui tout le monde le partage. Donc, et à travers ce partage, on constitue une mémoire. Et c'est comme ça, on pense que l'héritage, ou notre héritage, c'est quelque chose qu'on le construit collectivement et on le store dans notre mémoire collective. Donc, dans notre
processus d'interférence, ou la construction, ou la réflexion, pendant cette année, on a essayé toujours de parler et de décortiquer un peu les concepts de la culture, de quoi on parle, c'est quoi exactement. Et aussi, on a parlé d'héritage. Et la définition la plus simple, c'est ce qu'on porte du passé. Donc, ça peut être la maison des grands-parents, ça peut être un petit bijou, mais ça peut être aussi les habitudes qu'on porte de nos ancêtres. Il y a l'anecdote, moi, en Bétine, on se prend un café chaque matin. Elle est toujours choquée quand elle entend les gens parler dans le café. Ils sont pourquoi les gens ils sont le matin ils sont fâchés toujours? Non, ils sont pas fâchés, ils parlent, c'est très normal comme ça. Et on s'est rendu compte de cette différence, et on porte peut-être c'est un patrimoine culturel qu'on le transporte avec nous, cette manière de parler. Donc ça, c'est un truc plus facile à observer. Donc voilà, le patrimoine culturel, c'est pas seulement le patrimoine architectural, mais aussi tout ce qui est intangible, tangible et intangible, mais aussi le naturel et le digital. C'est les quatre concepts qu'on se focalise en référence. Et il y a des détails. Et les artistes, cette année, on a qui travaillent sur les monuments, qui travaillent sur les machines, qui travaillent sur les pratiques sociales, qui travaillent aussi sur les ressources, comme notre artiste américain Ursula et Marsha. Donc on touche un peu à tout. On va essayer de voir ça avec les artistes français, Chris et Joris, et aussi Mohsen Harb qui est encore pas là. Et, je vais poser toujours la question, qu'est-ce qui est stored, qu'est-ce qui est emmagasiné de mémoire ou de mémoire collective ou de patrimoine dans nos gènes, chez nous. Je vais poser cette question aussi aux artistes, peut-être qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, Aïm. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est partager avec vous quelques idées. Qu'est-ce qui est emmagasiné dans votre patrimoine culturel? Peut-être que vous avez quelques idées par rapport à ça. Et si quelqu'un a une intervention, je passerai le micro. Mais ça, on pourrait le faire aussi également juste après la présentation de Chris, qui est Yukao Najimi, si on commence avec vous. Bonjour. Merci beaucoup pour cet accueil. Donc, merci à l'IFT et merci surtout à Interférence de m'avoir accueilli. Je suis très heureux de cette expérience. Je suis venu assez tôt en fait. Je suis arrivé déjà depuis plus d'une semaine et j'ai l'impression que je suis là depuis 6 mois en fait parce qu'il s'est passé tellement de choses. J'ai découvert tellement de nouvelles choses. J'étais déjà venu à Tunis, je vais en parler. En 2015 pour le Festival Fest, j'avais fait une installation dans le Palais Abdelia à la Marsa. Et c'était un peu différent parce qu'en fait c'était un festival qui fonctionnait plus de façon moins intégrée à la communauté. Donc j'ai eu, disons, une expérience qui était assez différente de celle que j'ai cette année, où il y a vraiment une véritable rencontre culturelle qui est pour moi extrêmement riche et forte et dont je vais essayer de vous parler.
Oui, c'est tout. Je suis bien, merci. Voilà. Donc en fait, par contre, il faut que je regarde mes transparences parce que je ne les connais pas par cœur. Alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui, moi, me touche et qu'est-ce que moi, en tant qu'artiste, je peux exprimer ou ressentir par rapport à un patrimoine et l'utiliser dans mon travail artistique. Et du coup, j'ai trois pôles qui me sont venus à l'esprit, que j'ai trouvé importants. Et le premier pôle, c'est tout simplement le fait de partager un espace visuel et acoustique avec, entre l'œuvre que je propose et l'environnement dans lequel je la propose. Alors, ce partage est d'autant plus fort cette année par rapport à ce que j'avais fait à IFES, qu'en fait, IFES c'était une installation, donc c'était les visiteurs qui l'expérimentaient. Ici, j'ai souhaité travailler avec des musiciens, et donc j'ai eu une rencontre avec des musiciens de Stambali parce qu'on s'est intéressé à cette musique pour plusieurs raisons. En fait, en raison du fait que c'est un vrai patrimoine tunisien spécifique, c'est une musique quand même très riche et très forte. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est son côté spirituel et son côté, disons, une musique que je qualifierais de chamanique, en fait, qui est une musique de communication avec les esprits et une forme de guérison qui en résulte. C'est aussi, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette musique, c'est qu'elle est une sorte de musique hybride entre une musique africaine, puisqu'elle puise ses racines au Niger et dans les pays d'Afrique noire, et une hybridation assez forte quand même avec la culture musulmane soufie et la culture tunisienne en général. Donc ça m'a tout de suite intéressé. En plus, on a la chance que dans la Médina, il y a un fabricant de gambri, donc qui est un des instruments qui est utilisé dans cette musique, qui est assez connu, donc qui s'appelle Salawardi, et qui est quelqu'un qui partage très volontiers sa connaissance. Et du coup, je l'ai rencontré, on a discuté. Et puis, en plus de ça, j'ai aussi décidé d'impliquer une des personnes de l'organisation avec qui j'ai travaillé, donc qui est Farah Barry, qui est ici présente. Et du coup, mon travail est quand même aussi hybridé de façon plus contemporaine, je dirais, avec une pratique d'une jeune artiste qui est photographe, mais qui a aussi des talents graphiques, je trouve. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est une expérience qui fait que la rencontre culturelle ne se fait pas uniquement par rapport à un patrimoine passé, mais aussi par rapport aux formes d'art contemporain tunisien actuelles. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, c'est un croisement, ce que j'appelle aussi un croisement esthétique, donc en fait, entre ces... Alors, là, je dis aussi d'ailleurs dans les croisements esthétiques, il y a un dialogue entre la lumière que je vais projeter, vous allez voir de quoi il s'agit, vous allez découvrir, et l'ornementation du bâtiment, qui est un bâtiment très ornementé, puisque j'ai la chance de pouvoir faire ce travail dans la maison qui s'appelle Dar Lasram, que probablement pas mal d'entre vous connaissent, qui est en fait le siège de l'association, je la cite plus loin, mais qui a un nom un peu long, qui défend en fait le patrimoine et l'environnement de la Médina. Sauvegarde du patrimoine et de l'environnement, voilà. De la Médina. Mais donc du coup, qui a eu la gentillesse d'ouvrir ses portes pour accueillir des œuvres. Je ne serai pas le seul, d'ailleurs, dans cet espace-là. Lara sera également présente avec une installation visuelle. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi pour le numérique, c'est que ça permet en fait d'augmenter les espaces ou de les relire, puisqu'on ajoute une nouvelle couche, et donc ça permet d'avoir de créer de nouvelles narrations hybrides entre le patrimoine et ce qu'on a. Voilà, c'était tout. Si tu veux passer, Clément, tu peux passer aussi. Voilà, je vais couper un petit peu de points sur l'architecture, c'est bon. Donc, j'ai déjà travaillé sur l'architecture, donc je présente une œuvre qui s'appelle La Maison Sensible, donc qui avait été présentée lors de IFEST, pour que vous voyez un dialogue un petit peu différent avec le patrimoine que celui que je vais vous présenter, là, qui est fait cette année. Donc, La Maison Sensible, en fait, c'est un travail que j'ai développé donc, en collaboration avec Lola Ajima, puisque je suis dans un duo
audiovisuel avec l'artiste Lola Jima, mais qui ne pouvait pas venir. Donc c'est pour ça aussi qu'on a trouvé d'autres musiciens, puisqu'elle est musicienne. Et du coup, on travaillait là avec un duo qui s'appelle Sinopos, aussi, qui est un duo qui fait plutôt des installations, puisque moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur des performances. Voilà, donc c'est quoi la maison sensible? C'est une maison que l'on couvre, en fait, d'une projection un peu granulaire et qui est sensible, c'est-à-dire qui réagit au comportement, c'est-à-dire que si on marche avec des pas un peu lourds, etc., elle prend peur, elle se stresse, et au contraire, si on caresse gentiment les meubles et les murs, elle a tendance à se détendre. Voilà. Et du coup, si tu peux avancer, Emmanuel, il y a une petite vidéo qui montre un peu comment ça se passe. Voilà. C'est ce type d'ambiance, donc ça c'est une ambiance plutôt paisible en fait, c'est une sorte de respiration. Et puis après, selon la façon dont on interagit, ça évolue. Voilà, c'est plutôt une ambiance de peur à ce moment-là. Voilà. Ça vous donne un peu une idée, c'est très immersif en fait. Alors il y a des gens qui ont le mal de mer en fait dedans, donc on leur recommande de prendre un peu de recul. C'est fait pour effectivement immerger dans un. Je passerai une présentation. Alors j'ai une photo là qui suit. Oui, vas-y. Donc ça c'était la présentation à iFest dans le Palais Abdelia. Ici on peut passer au suivant. Et du coup, alors quel est l'objectif de ce type de travail? Ce type de travail, alors j'appelle le dilemme en fait écran versus tapisserie. Moi je suis plutôt du côté de la tapisserie que de l'écran dans ce genre de travail. Ce qui m'oblige à, comme vous le voyez ici, c'est le modèle 3D que j'ai dû reconstruire du Palais Abdelia. Ça m'a pris presque une semaine parce que, du Palais Abdelia, une des salles du Palais Abdelia, parce que c'est pas des architectures très simples, mais il fallait le reconstruire pour que je puisse faire ce mapping donc, de tapisserie. Et le but, c'est que le numérique colle à l'architecture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le numérique... Donc, a priori, ce n'est pas tant une notion d'écran qu'une notion de tapisserie électronique, on pourrait dire. Et du coup, il n'y a pas de trompe-l'œil, il n'y a pas d'endroit privilégié, on peut se promener un peu dans tout l'espace, il n'y a pas de 3D. Et par contre, il n'y a pas de 3D, mais ça oblige quand même à faire de la 3D pour s'adapter, pour bien coller sur le modèle physique. Et du coup, on peut aussi aller au-delà du visuel, comme on avait fait dans cette installation-là. On peut utiliser l'espace comme un interacteur et puis travailler avec l'acoustique du lieu, l'histoire du lieu, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point. Et j'ai fait d'autres travaux que celui-ci, mais bon, je le présente aussi parce qu'il a été présenté ici en Tunisie. Voilà. Alors, deuxième expérience, donc c'est celle qu'on va faire ici à Dar es Salaam. Donc voilà le dispositif tel qu'il est fait. Donc il y aura des musiciens, il y aura un ou deux musiciens de Sambali qui seront assis ou probablement assis ou debout à cet endroit-là. Et moi j'ai deux espaces, enfin nous avons deux espaces d'interaction, un espace sur lequel on dessine, qui est cette sorte de machine-là et qui est captée et qui est reprojetée ici. Vous verrez tout à l'heure ce que ça donne. Et puis on a aussi une tablette graphique sur laquelle on peut dessiner et on se déplace en fait autour de la zone de projection. Zone de projection que j'ai choisie hexagonale, bon, en raison de cette présence d'architecture, et puis je trouvais que ça s'intégrait bien dans l'environnement. Voilà, donc ça c'est le setup tel qu'on l'aura ici. Donc maintenant la partie musicale, oui. Et donc le dispositif avec lequel on travaille, donc c'est un dispositif de création visuelle dynamique qui est beaucoup basé sur le dessin, en fait. C'est-à-dire que si on ne dessine pas, il ne se passe rien. Et si on dessine, ben, le dessin est pris, puis éventuellement augmenté avec des effets. Donc j'appelle ça le crayon électrique, par analogie avec la guitare électrique, parce que la guitare électrique, si vous ne jouez pas de guitare, il ne se passe rien. Par contre, dès que vous jouez, il y a du son. Et la différence entre la guitare acoustique et la guitare électrique, ben, c'est qu'on peut l'amplifier, on peut rajouter des effets, etc. Ben là, c'est pareil, on amplifie le dessin, on fait plus grand, on rajoute des effets, vous verrez ce que ça donne. Et du coup, voilà, c'est le crayon électrique. C'est pas mal, c'est assez simple à retenir. Sauf que c'est ça. Sauf que je travaille. Voilà, ben, là, vous allez voir donc un travail antérieur qui sert d'inspiration pour ce qu'on présente. Donc, si la vidéo veut bien démarrer, eh oui. Donc, il va y avoir du son normalement.
Ce projet s'appelle Voluspa. C'est sur une mythologie nordique, donc sur une chamane nordique là aussi. C'est sur la naissance du monde en fait, et puis après il y a le combat des deux. Vous allez voir que ça se termine un peu mal. Vous voyez par exemple là donc je suis en train de dessiner, on me voit en train de dessiner. Et Lola Ejima donc est au violoncelle avec des effets aussi sur l'instrument. Là j'ai mélangé une branche d'arbre aussi au sol avec des reproductions. C'est un projet assez récent et c'est vraiment ce projet qui me sert d'inspiration pour ce qui va être fait ici. En fait. Donc, le dessin performatif augmenté, donc comme je l'appelle, c'est quelque chose dont l'objectif est de rendre le dessin sensible à d'autres médias, donc la musique ici en l'occurrence. Et donc le but c'est de mélanger, d'entrecroiser les médias. Et puis du coup, mêler différentes expressions graphiques, puisque vous avez vu, à certains moments il y a de la peinture, à certains moments il y a du dessin, à certains moments il y a de la tablette graphique. Donc le but c'est un petit peu de superposer des couches de graphisme. Et aussi de faire intervenir du coup plusieurs artistes au sein c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le numérique, c'est qu'on peut assez facilement mélanger et disons rendre sensibles les médias les uns aux autres. Voilà, on peut passer parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Voilà. Et donc j'ai de nouveau du son. Donc, ça c'est un petit teaser pour ce qu'on va faire. Est associé au projet. Peut-être que si tu peux dire quelques mots sur quelle expérience c'est pour toi de te trouver dans ce projet. Je suis désolée de te demander ça. C'est pas grave. Alors tout d'abord, j'ai commencé comme tous les bénévoles d'interférence.
J'ai rempli le formulaire et je suis allée au workshop, aux réunions. J'ai cru que j'allais uniquement être l'artiste de Chris. Ça fait 2 semaines que Chris est là, à Tunis. Moi, j'appellerais ça plutôt comme une résidence artistique, puisqu'il a tout fait sur place. On était allé chercher les musiciens, on a fait plusieurs rencontres avec les musiciens pour comprendre de quoi le Stambeli s'agit, c'était quoi les thèmes de Stambeli, et c'était quoi aussi les histoires que le Stambeli racontait. Et puis j'ai commencé avec Chris à faire des expérimentations graphiques. Moi je suis photographe de formation, mais puisque je suis à l'école des beaux-arts de Tunis, donc on essaye la peinture, on fait plusieurs disciplines à la fois. Et en fait l'expérience avec Chris, que je lui étais en train de proposer d'avoir un petit peu des symboles africains qui faisaient rappel à l'histoire de Stambeli. Et on a commencé les expérimentations comme ça au hasard. Et puis il m'a proposé de figurer aussi sur le projet. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir et j'ai trouvé ça très généreux de sa part. Donc il m'a permis d'avoir une expérience vraiment très émouvante de ma part et qu'on était très complices sur le projet. Et c'est un truc qui m'a fait beaucoup plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Vous l'avez bien compris, elle a beaucoup créé, elle a beaucoup apporté. Et ce projet ne serait pas ce qu'il est si Farah n'était pas présente, moins s'en faut. Donc un grand merci à elle. Ça sera tout en ce qui me concerne. Si vous avez des questions, je répondrai volontiers. Ouais. Oui. Donc, on pose des questions. Bonjour. Je suis Lamia. En fait, je me suis un peu montée sur votre travail. D'accord. Pour vos travaux antérieurs. Donc, j'ai adoré, surtout le mélange entre la musique, la peinture, la projection. En fait, on trouve tout. C'est tout un monde. Aussi, les noms de vos projets, ils sont des noms très significatifs et ça parle de la naissance. Ça parle de la vie, ça parle de beaucoup de choses. Mais pour le projet qui est destiné à l'interférence, parce que j'ai compris, vous allez être accompagné de Stambeli pour la musique. En fait, je sais pas, mais je trouve que ça va être un peu bizarre, ce mariage entre votre travail et le Stambeli comme instrument. Donc, pourquoi le choix de cet instrument-là? En plus, je trouve que Interférence va se dérouler à la Médina. Donc, si j'étais peut-être à votre place, j'aurais choisi un instrument qui est plus dans la Médina, qui est plus dans l'histoire de la Tunisie tunisoise, parce que la Médina, elle est au centre de la Tunisie. Du coup, je trouve que le Stambeli a un côté africain. Et la Tunisie tunisoise, elle est plus ottomane et plus ou moins française, vu la colonisation. Il va y avoir un petit déclic entre l'endroit et la musique. Donc, comment vous allez gérer toute cette combinaison entre l'encaissant et l'encaissé, entre l'endroit lui-même qui est Dar Lassem, qui est le fin fond de la Médina, avec l'architecture tunisoise, plus votre projection et votre dessin qui va être occidental, donc vous allez apporter votre touche française avec vous, et il y a le Stambeli qui est un peu africain, qui ne reflète pas en fait la culture tunisoise. Je dis bien tunisoise, pas tunisienne. Merci. Je comprends. Alors, en fait, déjà, ce que vous avez remarqué de mon travail est quand même en partie une réponse au fait que la musique Stambeli m'est intéressée. Parce que c'est quand même, si on compare par exemple au projet que j'ai présenté, La Voluspa, qui est aussi un projet quand même un peu sur
sur une forme de cosmologie, il y a un côté cosmique et chamanique dans la musique Stambali qui m'a attiré, en fait. Donc ça, c'est pourquoi j'ai choisi, parce qu'en fait, Afif Reyahi, pour ne pas le nommer, donc, qui est le curateur de IFEST, m'avait parlé du Mezoued, en fait. Il m'avait dit qu'il regrettait que le Mezoued ne soit pas plus utilisé dans des œuvres contemporaines et en quelque sorte mis rénové d'une certaine façon par le contact avec des médias contemporains. Et effectivement, au départ, je comptais travailler sur le Mezoued, et puis finalement, quand j'ai rencontré le Stambali, ça m'a beaucoup attiré. Alors effectivement, je suis conscient d'une sorte de patchwork que ça va créer entre une musique qui a des racines plutôt africaines, qui n'est pas complètement externe à la Médina, puisqu'il y a ce fabricant et musicien qu'on a vu sur la vidéo, donc Salah Ouergui, qui est quand même un Tunisien tunisois, pour le coup. Donc on n'est pas non plus complètement dans des incohérences. Mais effectivement, ce n'est pas... Bon, mais à partir du moment où on met du numérique dans Dar Lasram, on n'est pas non plus complètement cohérent, parce que Dar Lasram n'a pas été construit non plus pour la vidéoprojection. Donc de toute façon, il faut qu'on arrive à mettre ensemble des choses. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est l'enjeu. Bon, vous avez vu un petit teaser, on va voir si on est dedans, on ne sait pas dedans. On a choisi des thèmes, donc on a choisi 4 thèmes. Un thème autour des bougies, un thème autour de la mer, puisqu'on s'intéresse à une chanson qui parle de la mer. On s'intéresse aussi... Il y a un thème autour du sacrifice, il y a un thème, c'est quoi la bougie, la mer, le sacrifice et la danse. Voilà. Donc c'est les 4 thèmes. Vous avez raison que le graphisme sera un peu à l'européenne, mais il va quand même être aussi un peu à la tunisienne tunisoise par Farah. Donc si vous voulez, il y a quand même, les choses ne sont pas si compartimentées que ça. Donc on espère que la soupe qui va en résulter sera un peu appétissante et vous fera envie. Mais bon, après, on va essayer de faire de notre mieux. Mais d'un autre côté, je dirais aussi, si on ne prend pas le risque quand même à un moment de mettre côte à côte des choses qui ne sont pas forcément évidentes, parce qu'au départ, j'ai aussi envisagé de faire du Malouf dans El Rachidia, qui là était beaucoup plus cohérent, c'était beaucoup plus simple. École de Malouf, on fait du Malouf dans un endroit, mais est-ce vraiment... moi, je ne sais pas, parce que c'est pas ma culture aussi. Peut-être que des gens vont être choqués d'entendre du Stambali dans l'Asram, peut-être. Hein. C'est difficile pour moi de le dire, parce que je suis ni tunisien ni tunisois, donc ça fait deux étapes, deux cultures qui me manquent. Donc voilà. J'ai envie de prendre le risque, mais j'ai aussi envie d'entendre ce qu'on me dira. Et puis pourquoi pas de revenir un jour, le refaire ou autre chose ailleurs. Franchement, j'ai un plaisir énorme à travailler ici. J'ai découvert plein de choses, je me régale, je souffre un peu de la chaleur, c'est ce qui m'embête, je ne pas ici, mais vraiment j'ai un plaisir énorme de cette rencontre des cultures. Bon, alors, je vous avouerai aussi que j'habite quand même en France, mais dans une ville où je suis minoritaire. Hein. Il y a plus de Maghrébins que de gens de mon type. J'ai beaucoup d'amis maghrébins, dont mon meilleur ami est de Constantine, qui est quand même pas si loin d'ici. Voilà, je ne suis pas non plus en terre complètement étrangère, donc j'ai quand même une sensibilité à votre culture, mais je peux faire des impairs, je peux faire des bêtises. Je compte aussi sur les personnes qui sont là autour pour essayer de faire les choses le plus harmonieusement possible. Mon but n'est pas de choquer, hein, soyons clairs. Je n'ai pas du tout cherché à faire quelque chose de détonnant où les gens vont sauter à fond. J'espère au contraire que les gens vont se régaler, qu'il y en a même qui vont danser, etc. Merci beaucoup Chris, merci beaucoup Lamia pour la session. On va retracer des pas vers Dar Lasram, à l'ASM, ça sera du 6 au 9 septembre à la Médina du Tunis. Et du coup, ça va? Ok, très bien. On aura à faire, on va retracer les pas avec Chris et puis on va poursuivre avec Joris Guibert qui va nous présenter sa technique qui est assez analogue. Bonjour Joris. Voilà, on est juste un tout petit peu sur le setup. Bonjour à tous, c'est Stéma. Donc, je m'appelle
m'appelle Joris Guibert, je suis artiste comme Chris qui vient de France, principalement vidéaste, et je travaille aussi, pas que la vidéo, je travaille aussi des techniques de lumière, donc issues du cinéma expérimental et de l'art cinétique, comme il y a beaucoup d'artistes qui font dans ce festival. Donc comme Chris, je suis arrivé un peu en avance pour pouvoir faire une résidence, c'est-à-dire vivre parmi vous, dans la ville, et m'inspirer et trouver des matières, à la fois de la matière concrète et des idées dans la réalité de la ville. Et non pas juste arriver avec un dispositif technique et installer ça, comme je pourrais installer ça partout. L'idée c'était d'abord de vivre une expérience humaine, et le projet vidéo que je vais faire, c'est donc de projeter dans toute la Médina. Je voulais faire quelque chose d'ambulant, dans plusieurs endroits de la Médina qui changeront chaque soir, de projeter et de créer des sortes de tableaux vidéo, tableaux électroniques, sur les murs, à même les murs, en servant des murs comme écran, les murs vierges, bien que les murs sans rien ici c'est assez rare. Donc, c'est ça l'idée, c'est de se servir de tout ce qu'il y aura comme accidents, taches, fissures, des murs, et aussi l'ornementation, donc architecturale, tout ce qui constitue les mosaïques, voilà. Donc me servir de, l'idée c'était, pour ce qui concerne l'image, de créer des sortes de tableaux vidéo que les gens pourront contempler, à partir de la matière réelle de Tunis. Donc il y a un deuxième enjeu à ça, c'est que du coup, de fait, je serai ambulant, j'aurai une carriole, une barouita qu'on a construit. Voilà, merci encore aux bénévoles à l'atelier Warcha qui nous a bien aidés, fourni du matériel et des outils pour construire cette barouita sur mesure pour installer tout mon dispositif vidéo, et qui va me permettre du coup de pouvoir bouger. Chaque soir, on va essayer de faire au moins 3 lieux différents dans le Médina par soir, voire un petit peu plus quand les lieux sont proches, donc voilà, entre 3 et 5 lieux. Donc les gens pourront soit nous suivre nos déambulations, soit nous retrouver avec le programme et les improvisations, ou pas, avec les improvisations que tout ça implique. Donc nous suivre ou nous retrouver, et l'idée de c'est une installation performée ambulante, c'est-à-dire que je ne fais pas qu'arriver et brancher le matériel et puis voilà, il y a une image. Sinon je passe un DVD, comme je vais faire ici. Non, l'idée c'est donc la technique que j'utilise est une ancienne technique de l'art vidéo qui a été dans les premières années, découverte dès les premières années de l'art vidéo, à la fois par des techniciens de la télévision et des artistes vidéo comme Namjoon Peck ou Jean-Christophe Averti en France. C'est une technique qui s'appelle le Larsen vidéo, en anglais le feedback, qui est aussi un phénomène technique sonore. On a découvert au début du siècle avec le micro. Je ne vais pas le faire, ça va vous casser les oreilles, mais si je mets le micro pour les enceintes, ça va faire un gros smingu, parce qu'il y a une boucle du signal qui passe entre le micro et l'enceinte réamplifie le son du micro et retourne dans le micro, qui redonne à l'enceinte, etc. C'est exactement le même principe avec le Larsen vidéo. On l'obtient de deux façons. Soit en braquant la caméra sur son propre écran, donc la caméra est reliée à son moniteur, et au lieu de filmer quelque chose, je filme mon propre écran, ce qui met l'écran en boucle, ce qui génère un flux lumineux infini. Et on peut travailler ce flux lumineux comme une matière concrète. Donc je vais vous montrer quelques exemples sur un DVD. Donc c'est un DVD qui a été édité par la Film Galerie des éditions Revoir, que j'ai amené avec moi, qui regroupe plusieurs travaux pendant de 2009 à 2016. On peut voir ici, donc j'ai deux sortes, je travaille la vidéo, je le précise, c'est un peu technique, je suis désolé, mais pour moi la technique fait partie de la substance de l'image, donc j'ai une approche très technique. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher la matière même de l'image, qui est aussi électronique, et qui n'est pas numérique. C'est-à-dire que je travaille le signal qui, avant l'ordinateur, c'est-à-dire avant les années 2005, était pendant un siècle, la vidéo s'est faite de manière électronique, pas numérique, donc avec des câbles et l'électricité qui circule dans ces câbles, et en manipulant cette électricité, ça peut être très simple,
soit couper les câbles, les parasiter, des interférences, voilà, dans le sujet. Faire apparaître des choses, parce que l'image électronique n'est pas, contrairement au cinéma, vous imprimez avec la lumière, hein, vous savez, c'est comme la photo, c'est une réaction chimique qui imprime des choses sur la pellicule, c'est une matière concrète. La vidéo n'a rien de concret, c'est juste de l'électricité qui circule, et on peut intervenir sur cette électricité, l'amplifier ou lui faire faire différentes choses, et cela provoque des phénomènes. Et donc, pour résumer, l'image électronique n'est qu'une apparition, et en quelque sorte une illusion optique. Donc, une grosse partie de mon travail consiste à étudier cette matérialité-là de l'électronique. Et la deuxième partie de mon travail, que je ne présenterai pas ici, consiste à utiliser la vidéo pour son deuxième potentiel, qui est de filmer la réalité. Voilà. Et ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de prendre des images de Tunis, c'est plutôt d'utiliser la matière concrète de Tunis, picturale, qui constitue les murs de briques, de ciment, etc., matière concrète, de l'utiliser pour produire des images. Alors, ceci, ce que vous voyez, c'est juste uniquement du traitement du signal. C'est que du parasite. Voilà. Il n'y a pas d'image à proprement parler. Il n'y a vraiment que du signal électrique. Par exemple, ici, vous reconnaîtrez peut-être de la neige vidéo. Et la technique du Larsen donc, que je vais utiliser à Tunis, c'est ceci. Quand vous braquez la caméra sur votre écran, cela donne, tout le monde peut le faire, hein, il suffit d'une caméra et d'une télé, cela donne une forme assez simple. Évidemment, il faut travailler un petit peu les réglages. Tout ceci est affaire de réglage. Cela donne une forme assez simple, infinie, qui, une fois le signal mis en boucle, hein, donc la caméra face à l'écran, elle n'a aucune raison de s'arrêter. Donc cela donne une forme infinie qui s'auto-génère. Ça pose des questions sur l'auto-organisation et l'auto-création. Et donc vous avez une forme assez simple qui est celle-là. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire une démonstration en live, en vrai, à la fin de cette conférence. Voilà, à la toute fin, je vous installerai un petit dispositif, un petit peu de matériel, et je vous montrerai en direct ce que ça peut produire. Donc ça, c'est une des formes les plus simples, les plus basiques. C'est pas ce que je vais faire à Tunis, je vous le montre à titre d'exemple. Ce qui m'intéresse maintenant, pour parler plus concrètement du projet en termes conceptuels, ce qui m'intéresse ici, donc ce que vous entendiez, c'était le son, c'était le signal vidéo, l'image, hein, qui est un câble que vous mettez dans votre télé, et que j'ai mis dans des machines de son. Donc ça faisait réagir les machines de son, donc ça produit du son. Voilà, tout ça est histoire de câble. En fait, ma pratique, c'est de l'écriture de dispositifs. Donc je prends des machines, je les relie entre elles, et j'écris des dispositifs d'abord, ce qui permet d'avoir un certain type d'image. Et ensuite, une fois que le dispositif est mis en place, je peux moduler ces images et obtenir des formes. Et en fait, ce que je fais est fait sous deux formes différentes, soit de l'installation, soit de la performance. La performance, c'est en live, l'installation, c'est enregistré. Et l'intérêt de la vidéo, c'est bien évidemment la possibilité de live, de temps direct. Ce qui permet en fait de moduler, une fois le dispositif stable, mis en place, qui permet de moduler les formes qui arrivent. Et ce qui arrive, en fait, ça s'appelle des événements. Et en fait, la vidéo, je vous fais un petit historique vite fait, mais c'est pour que vous compreniez un peu l'enjeu, les idées et l'objectif du truc. La vidéo, historiquement, ça n'a jamais été inventé pour enregistrer la réalité, ça a été inventé pour transmettre une image d'un point A à un point B. Le cinéma, c'était fait pour enregistrer la réalité. La vidéo, pas du tout. La vidéo, c'était une définition toute pourrie, comme tu disais, granulaire, c'était des petits points, il y avait 30 lignes sur un écran, voilà. Au tout début, hein, il y a un siècle, à peu près. Après, on est allé jusqu'à 500 lignes, mais enfin, au début, on avait 30 lignes, autrement dit, on ne voyait rien en vidéo, on avait juste des points, voilà. Et l'idée, c'était de transmettre cette information-là dans un autre écran, dans un pays différent, un sous-marin différent, etc. Donc cette idée de transmission, c'est ce qui fonde l'image vidéo, c'est du temps direct, quoi. Et donc, ça fait apparaître des événements. Alors, là où je veux en venir, c'est que, par conséquent, la vidéo, c'est un art du temps. Ce n'est pas un art du mouvement, ce n'est pas un art de l'image, parce que je viens de le dire, il n'y a pas d'image, très peu, c'est assez pourri, on ne voit rien.
Donc, pas un art de la figuration, c'est un art du temps. Il y a Bill Viola, un des grands artistes vidéo, disait que la vidéo en fait c'est beaucoup plus proche de la musique que du cinéma parce que, je le cite de mémoire, comme la musique, la vidéo c'est ordonner des événements dans un temps donné. Donc vous avez du temps comme ça qui défile, infini, un flux de temps. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est des questions qui m'intéressaient avant de venir ici, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que, notamment par rapport à la culture et la religion musulmane, c'est qu'il y a des conceptions du temps qui sont différentes de celles de l'Occident, notamment deux temps, un objectif et un subjectif, et en ce qui concerne la notion d'infini, puisque ici, je le redis, c'est une boucle infinie, elle ne s'arrêtera jamais tant que vous ne débranchez pas l'électricité. Il y a trois notions d'infini dans la religion musulmane qui décrivent trois états différents de l'infini, à savoir l'infini qui n'a pas de début mais une fin, l'infini qui n'a pas de fin mais un début, et l'infini qui n'a ni début ni fin. Et ici, on est né dans une exploration, une sorte de visibilité de l'infini qui a un début mais qui n'a pas de fin. Voilà, donc ça m'intéresse, ce sont des questions qui m'intéressaient déjà bien avant, savoir si je ne suis pas le seul, beaucoup de théoriciens en parlent. Je ne l'ai pas dit, mais je suis à la fois artiste et chercheur, et j'écris des articles et des textes sur ces questions-là, que j'ai ici d'ailleurs, petit fascicule si certains sont intéressés. Et donc, ce dont se sont rendus compte certains théoriciens et penseurs au cours du XXe siècle, c'est que les technologies comme la photo, le cinéma ou la vidéo permettaient pas seulement de faire des images et de l'art, mais permettaient de rendre visibles des phénomènes ou des questionnements philosophiques. Le cinéma permet de rendre visible, de poser la réalité en elle-même. Qu'est-ce que c'est que la réalité quand on l'enregistre à 24 images par seconde? Et la vidéo permet donc de rendre visibles des phénomènes, notamment manifester le temps. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair. Alors, du coup, le projet en lui-même, c'était d'une part de se servir de cette possibilité technique de la vidéo pour réinvestir ces questionnements dans une autre culture, fondée sur la répétition et la répétition en tant que questionnement de l'infini. Voilà, donc je trouvais cette chose intéressante, et c'est un peu, alors c'est un peu ambitieux, hein, c'est juste des questionnements. Après, je vous rassure, le truc, l'objectif premier, c'est que ça soit beau. Que vous arrivez, c'est déjà, vous avez une sensation esthétique, et voilà, il n'y a pas un texte à l'écran qui pose des questions. D'abord, on arrive, et il faut que ça vous bouleverse. Pour moi, c'est le principal. Et après, parce que vous êtes bouleversé, bon, peut-être qu'il y aura des questions qui viendront. Mais donc, une fois ça passé, l'idée de jouer avec cette coïncidence de matière et d'effets, de dispositifs, voilà, et c'était de rejoindre un peu des questionnements qui sont déjà depuis longtemps dans l'histoire de l'art, sur la coïncidence, la résurgence des images. Je m'explique. Il y avait un grand théoricien qui s'appelait Aby Warburg et qui a collectionné des milliers et des milliers d'images au début du XXe siècle. Il était riche et il a laissé toute la fortune à sa famille. Il a dit, moi je veux juste les bibliothèques. Et il a collectionné toutes les images du monde. Bon, il en est devenu fou, mais son ambition à laisser derrière des traces chez d'autres gens, et son ambition était de prouver qu'il y avait des résurgences dans toutes les cultures visuelles sur l'ensemble de la planète, dans toutes les civilisations, même celles qui ne communiquaient pas entre elles, hein, les Mayas et les Chinois, voilà. Il y avait quand même des coïncidences d'images qui revenaient. Des images similaires ou des motifs similaires ou des enjeux similaires dans les images qu'on retrouvait dans toutes les époques et à travers tous les peuples. Voilà, et je trouve que cette performance, installation performée ambulante, essaye un peu de poser ces questions. Et enfin, la dernière chose, je finis par le plus sympathique, c'est que ce qui m'intéressait, c'était aussi tout simplement et bêtement une occasion de rencontre. C'est-à-dire que, de fait, puisque je serai dans les rues, au milieu des gens, avec tout le monde, le dispositif ne sera pas quelque chose de caché, dissimulé, comme parfois dans l'art contemporain, on essaye de dissimuler le dispositif. Au contraire, le dispositif sera visible de tous. Et l'enjeu de l'image, c'est aussi ça. En tout cas, de ce type d'image vidéo-là, c'est aussi ça, c'est-à-dire de ne pas avoir quelque chose d'achevé, une œuvre achevée, un tableau fini, mais d'avoir le processus.
C'est-à-dire qu'il faudra à peu près 20 minutes, 30 minutes pour faire un beau tableau vidéo, à partir du mur, à partir des événements qui se passent, de mes réglages, etc. Il me faudra voilà, un petit temps pour construire ce tableau. Et ça me fait penser à Picasso qui disait un jour, il faudrait voir les tableaux sous le tableau. C'est-à-dire qu'il faudrait voir toutes les étapes que le peintre a faites, à recommencer, à annuler ou à peaufiner ou à cacher, dissimuler, tout ce qui... Voilà. Le tableau n'est pas... il disait, le tableau n'est pas une œuvre finie et achevée et morte. Ce qu'on en voit, en fait, c'est qu'un tout petit. Ce que vous voyez dans le musée, voilà, le tableau, c'est pas ça. Voilà. Donc moi, l'installation propose de rentrer dans le laboratoire de l'image et de voir cet événement tableau se dérouler dans un devenir image. Et alors, voilà, et enfin, du coup, par la même occasion, comme je serai au milieu des gens dans la rue, ça sera aussi une occasion de rencontre, puisque je serai là pour expliquer avec les assistants, parce que je devrais aussi faire les réglages, mais en tout cas, l'idée, c'était aussi de se servir de la vidéo comme une occasion de rencontre avec le public et les habitants. Merci beaucoup, Joris. C'est très gentil pour cette présentation. Et on va poursuivre. Je me permets d'appeler sur scène monsieur Marcel Kravaki, qui est artiste marocain, qui est basé en France. Et on va parler un tout petit peu sur l'une des lignes directrices de ses travaux, qui est aussi le patrimoine culturel, qui suit également notre thématique, l'art contemporain en dialogue avec le patrimoine culturel. Donc je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Voilà, moi je viens d'arriver ce matin et j'ai pas encore vu tous les sites pour travailler et j'ai déjà quelques idées pour travailler sur ce projet. Moi je me présente, moi c'est Haraki, artiste du Maroc. Ça fait un petit moment que je vis en France. Culturel. Et pour moi, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que le patrimoine culturel visible comme architecture ou les murs qu'on a dans l'histoire, mais aussi le patrimoine culturel dans le côté pensif. Et mon travail que j'ai fait que j'ai commencé depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours plonger sur l'histoire et de faire comprendre, d'essayer de comprendre l'histoire officielle, l'histoire à peu près réelle où ça rapproche de la réalité, et le document qui preuve qu'on a eu une histoire avant. Et pour moi, c'était vraiment tout est relatif par rapport à cela. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les arbres généalogiques, les descendances, et de voir les liens entre un nombre de familles et les 3 générations, 4 générations. Et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment la transmission de pouvoir, quel que soit le pouvoir, par exemple le pouvoir politique, ou le pouvoir de religion, ou le pouvoir d'argent. C'était la plupart du fait. Cet arbre généalogique, il se base sur ça pour dessiner un arbre généalogique. Ce qui m'a intéressé aussi, pour faire le rapproche par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, de parler de l'art contemporain avec le patrimoine culturel, c'est justement ça. Est-ce qu'on a le droit de toucher, par exemple, quelque chose qui a quelqu'un d'autre qui a laissé? Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser avec notre connaissance d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut intervenir sur un site qui est... avec le travail que je fais, évidemment, je prends un challenge de dire, évidemment, il y a des gens qui vont voir ça, et après, ils vont voir un espèce de mariage par rapport à ce que je fais, et par rapport, pas seulement pictural, mais aussi dans le fond des choses. Et, par exemple, de montrer que ce mur, ou bien cette mosaïque qui déjà existe depuis... je peux rajouter quelque chose. Donc, si je rajoute quelque chose, est-ce que ça va poser question par rapport à qu'est-ce que l'art contemporain aujourd'hui? Est-ce qu'il y a cette droit-là de toucher quelque chose? Donc voilà, c'est ça mon challenge. Donc c'est très très brièvement, et voilà, je passe la parole. J'aimerais bien aussi partager l'audience, si vous avez quelques questions.
dire que Joris, il est en train de préparer un petit teaser par rapport à ce que vous allez voir dans son laboratoire déambulant lors du festival. Donc, on poursuit avec notre discussion tout autour de l'art contemporain et le patrimoine culturel. Et donc, si vous avez des trucs à partager, je pourrais vous passer le micro. Any idea? Oui, suite à la question qui m'a été posée, puis aux questions que je me pose, je suis tout à fait sensible à la problématique que tu développes autour du fait que l'intervention artistique dans l'espace public est loin d'être un acte anodin. C'est quand même un acte très fort qui est une forme de violation, je dirais, d'une sorte d'intimité, puisque finalement on peut considérer qu'il y a une sorte d'intimité de la population avec son espace public, et je pense particulièrement à la Médina, qui est un espace qui est quand même une histoire extrêmement longue et aussi une population qui est extrêmement attachée. Je pense que faire quelque chose dans la Médina, c'est pas tout à fait la même chose que de faire quelque chose dans le quartier français qui serait plus anodin. Et du coup, c'est vrai que c'est une question que je pose, mais j'ai l'impression... Enfin, mon idée, c'est que la même intervention peut être vécue de façon très différente selon la façon dont elle est faite et selon la façon dont elle est montrée. Et que ce n'est pas tant l'intervention en elle-même qu'en fait tout le processus éventuellement de médiation ou de présentation qui est en jeu, mais pas uniquement l'objet en tant que tel qu'on introduit, enfin l'objet artistique qu'on introduit, mais aussi toute la démarche par laquelle c'est présenté. J'ai l'impression que c'est important. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Je pense que je suis un peu d'accord par rapport à ce que vous avez dit au départ. Mais je suis d'accord parce que, évidemment, si on intervient sur un site, évidemment, le site ça fait partie du travail. C'est pas le travail qui est un peu collé sur le site, mais le site, ça devient un peu l'élément de ce travail-là. Donc, évidemment, je suis conscient de ça, mais le problème, là, on pose d'autres questions, par exemple. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose avec ça? Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre en valeur l'héritage culturel avec ça, par exemple, les monuments historiques? Est-ce que, avec un acte de l'art contemporain, on peut rajouter quelque chose là-dessus, ou bien on diminue cette valeur-là? Par exemple, moi j'ai un ami à moi qui a été invité de faire une intervention dans l'espace public, et après il a dit je laisse, pour faire des murales, il a dit je laisse le mur tel qu'il était dans le Médina. Et tellement beau, elle est tellement beau, évidemment cet acte-là, ça rentre aussi, il a fait son intervention. Même, il n'a pas fait. Donc, il a fait son intervention et ça donne la valeur. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais c'est un exemple. Et après, c'est ça la question que je pose, en fait. C'est ça la question que je pose pour à la fois préserver ce qu'on a comme matière première et de rajouter quelque chose comme un acte de l'art. Si on a une corde et qu'on situe le patrimoine culturel dans un point donné et l'art contemporain de l'autre, est-ce que vous, artistes, vous vous positionnez en tant que médiateur entre les deux points? Je pense que ça dépend ce qu'on peut dire, ce qu'on sent. Est-ce que le patrimoine culturel, ça me dit quelque chose pour faire quelque chose? Ou bien est-ce que mon travail artistique, ça dit quelque chose? Il y a un dialogue. Ça dépend de l'artiste, comment il prend sa matière première. Donc si je travaille par exemple un travail sur le patrimoine culturel, évidemment, ça va être pour l'artiste un travail qui est un peu recherché, qui a une espèce de recherche derrière, et ça rajoute une valeur ajoutée sur le patrimoine culturel. Mais s'il y a, par exemple, si je dis, par exemple, j'ai un travail et après il y a cette communication, il n'y a pas de cette communication-là, évidemment, il y a une petite erreur.
Donc le rôle de l'artiste, évidemment, il utilise cette matière première, mais à sa propre dans son propre travail. Oui, est-ce que c'est pour revaloriser ou pour réinterpréter comment vous considérez, vous vous positionnez par rapport au patrimoine culturel en tant qu'artiste contemporain? Ça reste aussi les archives, en fait. C'est un espèce d'archive, soit visuelle, soit dans l'aspect des objets qu'on trouve, par exemple, dans les sites archéologiques. Donc ça donne des informations. Et moi, je pense, par exemple, je pose la question par exemple, dans l'aspect historique, et après, cet objet-là qu'on a trouvé, ce qu'on le regarde aujourd'hui avec cette manière-là, avec cette trame de 2018, donc il n'y aura jamais cette fonction ou bien cette vision de l'époque. Donc on rajoute quelque chose qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a appris, ce qu'on a développé comme idée de la société aujourd'hui. Donc, entre guillemets, on déforme un petit peu l'aspect historique. Donc on l'utilise, c'est pour ça on utilise juste l'interprétation de l'histoire. Et avec cette matière première, c'est pour ça que je dis, avec la matière première, cette patrimoine culturel, si on peut dire, ça reste juste une matière première, comme les matières premières qu'on peut utiliser comme outil de travail. Merci beaucoup, madame. On a 2 autres interventions, une par là et une par là. Et après, je vous céderai le micro tout de suite. Bonjour. Alors, moi, je ne comprends pas très bien votre questionnement parce que, quelque part, je trouve que c'est très large et très vaste. Parce qu'il y a, quand on parle de patrimoine culturel, il y a le patrimoine culturel architectural ou bâti. Il y a aussi le patrimoine culturel immatériel. Ça, d'une part, donc, c'est très large ce que vous dites, je ne comprends pas. Il faut peut-être préciser sur quoi vous travaillez exactement pour qu'on comprenne mieux votre intervention. Après, par rapport à votre questionnement, ce qui me semble important, c'est de savoir est-ce que, à travers ce questionnement aussi, il y a l'idée, est-ce qu'on déforme la nature de ce patrimoine ou pas? Là, je pense particulièrement au patrimoine architectural. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, par rapport et un questionnement sur lequel je travaille aussi, par rapport à une intervention sur un patrimoine architectural. Aujourd'hui, si on intervient sur ce patrimoine, est-ce qu'on a le droit d'intervenir ou pas? C'est ça un peu votre question. L'impact de l'art contemporain et de dire, ok, est-ce qu'on a le droit d'intervenir ou pas en apportant quelque chose d'autre? Ça veut dire en changeant la nature de l'objet sur lequel on travaille. Donc ça, c'est une question difficile, c'est une responsabilité, à mon avis, un peu difficile, parce que vous pouvez estimer, vous, que votre intervention elle est intéressante et va apporter un plus. Mais quelque part, en touchant la nature du bâtiment ou de l'objet de votre étude, il est vrai que cette question devient un peu une question de conscience, presque. Après, en ce qui concerne les pays comme la Tunisie, probablement le Maroc, l'Algérie, la question du patrimoine architectural est critique parce qu'on a vraiment un problème de préservation de ce patrimoine. Donc, parfois, quand l'intervention n'est pas structurelle, c'est-à-dire comme un peu, j'ai l'impression, ce itinérance, c'est des projections, c'est-à-dire on n'agit pas sur le bâtiment lui-même, mais on projette des choses, c'est donc éphémère, et on n'altère pas la nature des choses. Ça permet de faire venir les gens, de sensibiliser à ce patrimoine, de le faire connaître, donc c'est une très bonne chose, pour répondre un peu à votre questionnement. Quand c'est une intervention qui est éphémère et superficielle, elle ne touche pas la nature même des choses. Donc il y a plusieurs manières d'intervenir. Il y a vraiment aussi une précision à apporter là-dessus.
je pense. Par rapport à la première question, est-ce que valable pour les œuvres morales ou bien pour le patrimoine culturel moral ou pensif, par exemple les livres, la pensée, les philosophes qui ont laissé quelques concepts. Donc pour moi c'est presque valable pour ça aussi, parce que évidemment pour moi si on revient dans les 13e, 14e siècle, il y a des philosophes arabes qui ont essayé de traduire les livres. Donc ils ont supprimé les éditeurs, ils ont remis leur nom. Pas par mépris pour les premiers écrivains, mais c'est juste pour eux, c'est un acte positif de dire je ne peux pas faire la traduction de quelque chose qui déjà existe, c'est une œuvre telle qu'elle est. Donc moi je vais faire une autre œuvre qui est la traduction évidemment, mais c'est un autre ouvrage. Donc pour moi c'est presque ça parce qu'on ne peut pas. C'est soit patrimoine culturel, visuel ou palpable, physique ou moral, ça reste presque la même chose. Et par rapport à la deuxième question, moi j'aimerais bien faire parler ce mur, ou bien faire parler cette fenêtre, ces éliges. Donc moi j'espère que je serai un outil de ce patrimoine. Je peux pas être quelqu'un qui fait l'intervention sur le mur, mais le mur qui fait l'intervention sur moi pour faire sortir quelque chose. Donc moi je suis juste un outil de ce patrimoine, et j'espère. Merci beaucoup. Je cède la parole à Tout d'abord, je me présente, je suis une conservatrice, restauratrice des biens patrimoniaux ou bien des biens culturels. À mon avis, on ne peut pas faire une intervention sur un bien culturel, que ce soit un mur ou une autre chose, parce qu'il y a des chartes, il y a des protocoles. Je suis en train de faire des interventions purement scientifiques sur des objets culturels. Et à mon avis, c'est un travail en collaboration avec des restaurateurs et des conservateurs. Voilà, c'est à mon avis. Moi, je pense, je vais juste dire quelque chose là-dessus. Moi, je viens d'Assila, une ville romane, du nord du Maroc. Et ce que j'ai remarqué là-bas, il y a des sites qui sont magnifiques, qui sont ouverts, et il y a des petites choses qui n'ont pas d'importance. Et la mairie, elle a fait le scandale pour ouvrir, pour faire un prix pour les touristes qui viennent. Donc pour moi, les lois, parfois, elles détruisent le patrimoine culturel. Et pour moi, de faire des lois et des lois et des lois, ça revient au même, ça revient de détruire aussi. Donc c'est pas forcément. I would like to thank you for bringing up all these kind of discussions, because they bring us to the center where we want to go with what we are doing with this edition of Interference. Je veux tout d'abord vous remercier par ce que vous êtes en train de ramener comme sujet, comme topics par rapport à ce qu'on est en train de faire, et ça nous ramène vers une ligne directrice sur laquelle on est en train de travailler sur cette édition d'Interférence. When we look at the cultural situation of Tunisia, then we see that there is a lot of emphasis on cultural heritage. But at the same time, we are missing the emphasis on contemporary art and the contemporary culture. And our question for this edition of Interference is, if there is something in the past that can help us to see something in the future and to do something better, because then we have a reason to care for it. And to start this kind of discussion, to look into the past, not only to restore it or to re-evaluate it, but to ask if there is something that can help us to make the world a better place. That's the idea of it. So it's not the re-evaluation, and we will help. It's not the re-evaluation. It's not saying, okay, we want to show all the beauty we have. We don't want to discuss, is it
is Tunisia in a good or bad situation concerning restoration? We want to ask, is there something in the past that can guide us to the future? I mean, can you help to translate? Yeah. It was a very long sentence, Bettina, but it's okay. I can start when then you can go to it. Alors, on va commencer si on est en train de voir la situation de la culture en Tunisie et voir les enjeux du patrimoine culturel avec ce que nous sommes en train de voir. Et ce qui nous mène, on a beaucoup de patrimoine culturel qui est toujours là, qui est toujours présent. Or que, en ce qui concerne l'art contemporain, on n'en trouve presque pas de traces. Et du coup, je pense que je cède la parole à Emel maintenant. Parce que j'ai perdu le fil de mes idées, je suis désolée. Non, juste, je continue avec Bettina parce qu'on se questionne toujours et on discute toujours à propos de ce sujet pour cette édition d'interférence et de la question qu'est-ce qu'on peut porter de notre passé pour avoir un regard sur le futur. Avant ça, je veux revenir sur le contexte de notre discussion au débat. C'est Interférence, c'est un festival d'art et de lumière qui dure 4 nuits. Donc toutes les interventions qu'on fait, elles sont éphémères, essentiellement à 100% éphémères. Donc il n'y a aucune trace qui reste après le projet. Donc tous ces artistes qui viennent ici pour faire des interventions, ils vont projeter, ils vont danser, ils vont faire des performances. Et le focus, c'est la lumière. Et à la fin, on va éteindre la lumière et il n'y a rien qui va rester sur ce patrimoine. Donc, on ne va pas vraiment toucher à la matière. Mais la question est d'ordre de perception et d'expérience. Donc, vraiment, je pense à travers plusieurs projets, on va avoir d'autres expériences dans ces espaces architecturales ou d'autres perceptions de ces espaces, mais aussi des questionnements que les artistes ils ont repérés lors de leur parcours dans la Médina de Tunis ou pendant leur séjour. Et maybe you can add that is that particular approach why we got supported by UNESCO to do this project. Voilà, exactement. Et c'est pour ça essentiellement qu'on est soutenu par l'UNESCO dans le programme NetMed Youth pour poser un questionnement, un nouveau questionnement, un regard sur ces questions, un regard mais aussi un questionnement sur ce patrimoine, sans vraiment avoir une réponse, parce qu'on essaie de poser ce regard sur le futur, et pas sur le passé. Donc ça, c'est très important. Je pourrais éventuellement ouvrir d'autres perspectives vers notre futur sur l'art contemporain et le patrimoine culturel. Bonsoir. Je pense qu'il y a la question de l'identité, de l'appartenance. Alors là, le rôle du patrimoine, c'est pour ancrer une appartenance au lieu, à une histoire, à nos grands-mères, et peut-être le regard et la perception de ce nouveau, du contemporain, c'est pour renforcer l'identité, vraiment. Et là, quand des artistes, alors là, parce que les artistes, alors là, on ne peut pas ils sont très libres dans leur sujet, et je pense que le patrimoine, il a un rôle identitaire, donc il faut penser aussi que ça soit l'intervention soit responsable et dans ce sens pour les locaux, pour les gens de la Médina. Alors pour qu'ils soient fiers de leur Médina et de leur importance. Et ça, on a un problème d'identité en Tunisie pour le moment. Interférence peut avoir un rôle identitaire.
et à traiter et à traiter. You want to answer, Bettina? Yeah. I'm not 100% sure if I understood, but I will try to answer, and then please correct me. I think that the responsibility lies in the situation that we create a situation where a lot of people will come to meet, to experience, and to discuss what they experience. So it's not, so we create a social situation and we create a societal moment where we can rediscover Tunisian society as something that likes to experience and that likes to discover what is new in the Medina of the past. What we found in the preparations of the project is that many people have a cliché of the Medina in their heads. So we are working with 200 young people. Bettina, can you just put the mic in your just because we don't hear you from here. Okay, so we are working with 200 young people between 15 and 35, and most of them are not living in the Medina. And the idea they have of the Medina is very cliché and is very wrong. It has nothing to do with what is the Medina, what needs the Medina, how it's living here, and so on. And we try to find a new way to, not to correct that, but to bring a new life to that. And that will help this idea of how can we find a new identity with the richness we have in this country. Je vais juste traduire et peut-être notre responsabilité là, à Interférence, c'est pas seulement d'inviter le public à regarder les travaux d'artistes, mais à expérimenter et à discuter aussi ce qu'ils regardent et ce qu'ils expérimentent. Et pour nous, c'est ça le plus important. On travaille depuis une année avec un nombre de bénévoles et pas tout le monde, ils ont le même regard sur la Médina de Tunis, c'est quoi la Médina de Tunis, c'est quoi le patrimoine culturel. Et parfois, ce regard, à travers les discussions, c'est un cliché ou c'est un imaginaire qui est construit à travers les récits. Et ce qu'on essaie de faire, c'est pas de corriger ça, mais d'inviter les gens et de partager tous les différents regards, mais aussi de donner un nouveau regard à travers cette expérience. Donc c'est la Médina, c'est la nuit à travers ces installations. C'est pas ce qu'on vit tous les jours ici. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que lors du festival Interférence, on va vivre une expérience avec la Médina et on va la revoir autrement avec les installations et les performances. Et du coup, ça va recréer une image et ça va peut-être modifier la perception de ce qu'on a et de ce qu'on a l'habitude de voir durant notre quotidien. Et donc voilà, c'est comme a mentionné également, je passe la parole à Madame. Bon, votre traduction était parfaite, donc je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais ce que Bettina a dit à un moment, c'est que ces jeunes-là ont fait ce festival pour qu'ils s'approprient la Médina. Et je voulais vous dire, Bettina, après la Révolution, les jeunes se sont beaucoup appropriés la Médina pour le mois de Ramadan par rapport aux choses. Donc ils ne sont pas coupés de leur Médina et on est assez impressionnés par cette nouvelle génération qui s'inscrit dans la Médina et qui s'approprie. La seule, en tous les cas, l'aventure par rapport à cet International Light Art Project Tunis, pour nous, c'est de découvrir une autre Médina. C'est comme si on voyage ailleurs. Il faut toujours se rappeler que ces jeunes ne voyagent pas. On n'a pas de visa, on ne peut pas voir ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas être à Lyon, on va aller voir les lumières, on les voit au niveau de la vidéo. Et donc je ne remercierai jamais assez chaque festival
qui nous fait découvrir des personnalités comme vous. Merci d'être avec nous. Parce qu'il y a une génération qui voyage et qui découvre, et l'autre génération ne voyage pas. Et donc vous êtes là parmi nous et entre nous. Mais réellement, la Médina, je pense que les jeunes se sont beaucoup appropriés la Médina. C'est chez eux, elle est à eux, et ce moment d'aventure que vous nous allez offrir du 6 au 8 est une nouvelle perception de la Médina, et je vous en remercie. Mais moi, je suis très émue en tous les cas d'entendre depuis tout à l'heure ce travail d'art contemporain, ce travail de la lumière, je l'ai suivi l'année dernière, mais je trouve qu'il y a un saut qualitatif, un saut philosophique et un saut réellement artistique. Et je vous remercie énormément. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Salma, peut-être. Je pense qu'on pourrait peut-être attendre. On va juste installer le matériel les matières visuelles de Joris, et vous allez voir une petite démonstration de ce que vous allez voir, un tout petit peu, un petit teaser de ce qui aura lieu lors du 6 au 9, comme sur un laboratoire déambulant. Donc on va faire entrer le matos. Merci beaucoup à vos interventions, c'était vraiment enrichissant de vous entendre et d'entendre vos idées. C'est très bien aussi de discuter avec vous autour de l'art contemporain et le patrimoine culturel. Donc voilà, on est en train de voir Joris dans son petit laboratoire. Je veux encore une fois remercier tous les artistes qui sont là, tous les artistes d'interférence. Et je remercie aussi ici, mais aussi l'IFT qui nous accueille. On vous laisse pour cette expérience avec Joris. Et on espère vous voir le 6 septembre, le 6 au 9 septembre à la Médina de Tunis. Merci beaucoup d'être là. Pour être là. Comme je vous expliquais, voilà, c'est simple. L'écran, la caméra refilme l'écran. Un écran dans un écran dans un écran, voilà, l'infini. Donc ça, c'est un peu la base, mais ça demande d'être travaillé. Donc évidemment, alors si on peut éteindre la lumière, merci. Voilà, donc l'idée c'est après, tout va produire des réglages d'une part de la caméra et d'une machine qui retraite le signal vidéo.
c'est assez instable et il faut un petit peu d'expérience pour maîtriser le phénomène. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver le point d'exposition, comment la caméra reçoit la lumière, pas trop saturée, comme ceci, et ensuite zoomer à l'intérieur de mon écran. Et donc, j'obtiens une ligne, voilà, je zoome devant, et voilà comment réagit la caméra. Elle démultiplie le moindre motif, donc elle avait une ligne et elle démultiplie la ligne. Voilà. Et si je zoome encore plus, là, je baisse l'intensité du signal. Du coup, au lieu de saturer vers le blanc, il va me permettre de donner des couleurs. Et j'augmente la colorimétrie du signal pour saturer les couleurs, justement. Et je zoome encore plus à l'intérieur. Alors, le truc intéressant, c'est si je pivote ma caméra, je vais pivoter ma caméra sur le côté, donc elle filme l'écran en diagonale, et donc c'est toujours un carré dans un carré, mais ça va donc me donner une spirale, puisque la base mathématique de la spirale, c'est non pas le rond, mais le carré dans le carré. Alors, quand je perds mon larsen, je suis obligé de le nourrir de la lumière, et vous voyez que le moindre élément à l'écran est repris dans l'arsen. Là, il va se centrer. Voilà. Il est à peu près centré. Donc, même principe, je vais zoomer à l'intérieur pour avoir un maximum de finesse dans les détails. Et je vais enlever la saturation de la couleur parce que la couleur est trop saturée et je vais obtenir là du coup des motifs beaucoup plus fins puisqu'il n'y a que le noir et blanc. Voilà, une fois qu'il est bien réglé, bon, il est assez stable, je pense qu'il va peut-être disparaître pendant une minute parce que l'exposition n'est pas bien réglée, encore qu'il peut se stabiliser comme ça. Et donc vous avez une forme d'auto-organisation infinie de la caméra qui réagit à la lumière de l'écran et qui donne de la lumière à l'écran, et qui l'écran en retour donne de la lumière à la caméra, etc. L'infini. Et donc vous obtenez un motif infini. Je ne sais pas si du coup ce que je disais un petit peu théorique, désolé, sur le rapport entre la mosaïque et la répétition du même motif et de l'arsène, ça vous semble peut-être plus concret. Ce qui est comme la mosaïque, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la même organisation dans l'image, c'est-à-dire qu'on part d'un point central qui se répand, qui s'ouvre en fractal sur les doigts. Vous voyez qu'il se... Moi, j'ai plus rien à faire, hein, c'est automatique. Et je peux aussi m'ouvrir à nouveau. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le projet, c'est que les
manipulations sont aussi infinies, c'est-à-dire que je peux obtenir des centaines d'heures de motifs différents. Et donc les tableaux sont à chaque fois improvisés, ils ne seront jamais les mêmes. Alors, ça c'est un peu plus pour agrémenter un petit peu l'image et la composition. Je rajouterai des techniques, là je le fais très très vite et très mal, je vais vous montrer, mais je vais rajouter des techniques de cinéma expérimental, ce qu'on appelle le cinéma élargi, qui sont proches de l'art cinétique, c'est-à-dire de travail à partir de la lumière pure, donc des lampes LED, toutes sortes de projecteurs, etc. Donc je vais voilà, rajouter à même l'écran des événements de lumière. Vous voyez que ces événements sont donc repris par la caméra et modifient la forme du motif. Je peux aussi intervenir de la même façon, allumer la caméra. Je rappelle, c'est sans effets spéciaux, hein, il n'y a pas de trucage. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir aussi rajouter là des effets, comme je vous montre ça tout de suite. Si à ce moment-là, je rajoute des effets, ça complexifie le schéma. Voilà, ça c'est vraiment très basique, hein, c'est tous ceux qui se sont amusés avec un RCN vidéo comme ça. C'est un effet négatif. Si je le remets droit, avec une esthétique qui est du coup très proche de l'art cinétique, puisque l'art cinétique joue beaucoup avec les lignes noir et blanc, parce que ça joue sur les récepteurs de l'œil qui sont sensibles soit au blanc, soit à l'obscurité, ce qui permet des illusions d'optique. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais aussi jouer avec des patrons, des gabarits de mosaïque qu'un artisan de la Médina construit pour vendre aux gens qui veulent peindre des mosaïques. Il donne un patron, c'est-à-dire une mosaïque inversée en négatif, creuse, à l'intérieur de laquelle on peint, et je vais me servir de ce patron pour faire des ondes chinoises et du coup modifier le larsen avec donner au larsen la forme même de la mosaïque. Voilà, à la place de ma main, évidemment, vous imaginez qu'il y aura le patron. Et je vais lui donner un autre format qui sera sur un CDM. Voilà, ce qui va me permettre de donner encore une fois un autre aspect à l'image. Et ajouter un autre effet qui me permet de ralentir un peu cet effet clignotant qui est dû à la technologie vidéo, la technologie analogique, hein, électronique, avant le digital, le numérique. Et là, on a des compositions qui sont plus proches de la peinture abstraite. Pour ceux qui connaissent peut-être certains mouvements d'abstraction comme les premiers peintres abstraits comme Kupka. Il y avait l'exposition à Paris, peut-être encore maintenant, mais qui est absolument incroyable. Voilà, parce que tout le monde parle de Kandinsky, celui qui est connu dans l'histoire, c'est Kandinsky. Je fais une petite confidence, mais moi je trouve que Kandinsky, voilà. Par contre, Kupka, c'est incroyable. Et c'est vraiment des choses qui sont très très proches de ça, quoi. Vraiment de la matière peinture qui est explorée dans tout son potentiel plastique de couleurs, de mouvements, voilà. Donc, tous ces courants-là des années 1910, après les années 1910, du fauvisme, tachisme, voilà. Et
ces réglages vidéo, ces effets permettent de se rapprocher un peu de ces compositions picturales, et notamment en rejoignant un autre courant de la peinture, plus dans les années 50, après la guerre, où la peinture s'est dit, après la guerre mondiale, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tout recommencer, quoi. Et il y a eu aux États-Unis notamment un courant qui s'appelait l'action painting, où les peintres, Jackson Pollock, etc., on détruit la toile, il n'y avait plus de toile, il y avait des murs, du sol, des grandes bâches, etc. Et on détruit le pinceau, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans le dessin, le type peint, mais c'était la projection même de peinture, c'est-à-dire avec des seaux, des pistolets à peinture, on projetait, on pulvérisait de la peinture. Et c'est un courant qui s'est appelé l'action painting, parce que le principe c'était de faire de l'action, c'était le geste. Et le peintre improvisait devant son tableau. Donc c'est un mélange entre la danse et la peinture. Et je trouve que le Larsen rejoint ce courant-là, puisqu'on est vraiment encore une fois dans le geste. Vous voyez que ce sera le geste de mes mains, des objets que je prendrai, qui me donneront des images différentes. Voilà, donc je ne vous montre pas toutes les techniques que j'utiliserai parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais je reviens à mon Larsen de base, que je vous montrais tout à l'heure. Pour que vous voyez bien la différence entre mettre des effets ou pas d'effets. Et j'utiliserai, je fais très vite très mal, notamment des optiques, peut-être même des diapositives pour rajouter des textures et des éléments de lumière sur l'écran. Et des lasers, que je n'ai pas amené ici, mais il y a aussi donc, un mélange de technologies entre laser et LED et projecteur vidéo et projecteur diapositive, différents médias, différentes textures, et tout sera, là, encore une fois, pour finir, tout ça sera dépendant des murs de la Médina, puisqu'on a un écran blanc, donc un Larsen assez pur, mais toutes ces matières picturales que vous voyez sont enrichies par les taches à l'écran, les fissures et les ornementations de la Médina. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Merci à tous d'être venus, merci à nos artistes de nous avoir présenté, de nous avoir donné un avant-goût sur ce que vous allez voir un tout petit peu du 6 au 9 septembre à la Médina de Tunis de 19h à minuit. Vous aurez un parcours urbain tout autour de la Médina et vous trouvez toutes les infos sur notre site intunis.net. Vous allez trouver quelques sites déjà qui sont prêts sur la map et vous allez le trouver sur Google Maps. Alors vous pouvez naviguer avec votre téléphone. Surtout qu'on est un festival écolo, donc on ne veut pas imprimer pour cette fois-ci. Et donc voilà, merci à nos artistes, merci à Ayman et Bettina et les membres organisateurs. Et nous remercions également, encore une fois, l'Institut français de nous avoir accueillis parmi eux. Vous avez un petit buffet juste à la sortie pour vous rafraîchir et peut-être bien discuter et retrouver des membres de l'équipe ou nos artistes. Merci infiniment.